Tu t'intéresses toujours est-ce que tu as évolué dans ton idée de la façon de positionner scientifiquement l'astrologie ou c'est toujours la même position qu'il y a 30 ans? Non, c'est évolue, hein. Il y a davantage d'argumentation Ça me maintenant. passionne, monsieur. Il y a davantage d'argumentation maintenant, hein, ça c'est clair. Ça. Qu'est-ce qui est le plus remarquable dans ta stratégie de communication au niveau de l'astrologie Là, il faut savoir que j'ai fini ma carrière comme chercheur en biophysique médicale, ce qui donne évidemment une autre trajectoire. Donc, j'ai travaillé longtemps avec des médecins et je suis toujours des formations maintenant. Normalement, je devais travailler avec le docteur Clerks, qui est quelqu'un de très connu ici en Belgique, mais qui malheureusement est mort. Normalement, si le destin avait été plus favorable, j'aurais dirigé le laboratoire de la clinique, la première clinique homéopathique qui devait ouvrir à Warem. Le ministre de Burton avait déjà signé. Et ils sont partis avec tout leur staff à un congrès à Nice. Ils sont revenus avec le même avion privé que ce qu'ils prenaient toujours, sauf un qui n'a pas voulu monter, Unsouvé, que je connais toujours, qui est un Africain, et qui ne l'a pas senti. Selon l'expression africaine, non, moi je ne monte pas. C'est dans l'avion, Et l'avion s'est crashé, officiellement en panne d'essence. Ça, le jour où tu arrives à faire croire ça à un aviateur, je te paye le champagne. Qu'est-ce qui est arrivé alors? À ton avis, c'est un sabotage? Bah oui. C'est oui, parce qu'il allait contre-courant de toute une série de multinationales des produits pharmaceutiques qui sont toujours très dominantes pour le moment. Parce que c'était un homéopathe. Voilà, l'homéopathie, c'est une discipline. L'homéopathie, c'est une discipline que les physiciens, qui intéresse beaucoup les physiciens, parce que l'homéopathie ne peut pas s'expliquer uniquement par voie matérielle. C'est du soft, c'est de l'information. Il faut donc voir comment la matière peut charger ou transmettre de l'information. Et là, l'homéopathie, effectivement, travaille sur ces domaines. C'est très largement vérifié. On a fait des expériences sur des poissons depuis plus de 30 ans avec des produits homéopathiques. C'est largement vérifié. Et prétendre que les poissons ont un effet placebo, c'est gonflé. Donc, on peut vérifier qu'en diluant progressivement, le poisson est de moins en moins attiré par le produit. Puis en dessous d'une certaine dilution, il faut prendre la dilution haussmannienne. Il faut secouer les 200 fois. Chaque fois, je t'explique après pourquoi. Parce que, donc, après une certaine dilution, très curieusement, le comportement des poissons s'inverse. C'est-à-dire que plus le produit est dilué, plus ils sont attirés. Ça, vous ne pouvez pas expliquer ça par voie matérielle, sauf si vous avez une bonne connaissance de recherche en physique, ce que peu de gens ont malheureusement. Les physiciens sont en général des cubes en pâte déguisés en expérimentateurs, c'est des matheux déguisés, quoi. Il y a très peu de physiciens vraiment. Et en fait, je suppose que vous ne le savez pas, mais l'eau à 18 degrés est solide à 60%. Qui sait ça? C'est-à-dire que dans l'eau, vous avez des clusters, des cristaux qui flottent, ce qui n'empêche pas l'eau d'être liquide. Un liquide, c'est quelque chose qui s'écoule, mais dans lequel vous pouvez avoir beaucoup de solide. Par exemple, vous pouvez vous noyer dans des sables mouvants qui sont entièrement solides. Vous pouvez vous noyer dedans. Donc il faut s'entendre sur le terme liquide. Et sachant ça, sachant que les clusters existent, si vous secouez comme le faisait Hahnemann, vous cassez les clusters. Les clusters sont des agglomérats de cristaux. Vous cassez, je ne vais pas voir fini. Non. C'est aussi, vous l'appelez Et aussi, oui, les oui, clusters se cassent pendant une fraction de seconde. La molécule se met dedans et dans la première partie, c'est simplement une dilution fixée. Mais en dessous d'une certaine dilution, la molécule n'est plus disponible et il reste le négatif. Ce qui permet de comprendre pourquoi en homéopathie les effets s'inversent. Et quel rapport avec... Alors, comment est-ce qu'on peut transposer cette expérience à l'astrologie? Et bien voilà, parce que l'astrologie est censée influencer, et si on raisonne en termes de matière, on va se planter. Rappelle-toi les discussions féroces qu'on avait avec le camarade Kuckelenberg. Ah oui, avec que ses j'ai revu. raisonnements, Oui. les planètes C'est sont le grand trop loin. anti-astrologue belge. Voilà. Oui, les planètes Le comité sont trop Parra. loin. Voilà, le soleil est Voilà, trop loin. pas d'influence. Mais c'est idiot, parce que ce n'est pas une influence matérielle, c'est une influence sous forme de soft, sous forme d'information, et tu vas le comprendre tout de suite. Le coq se met à chanter quand le soleil se lève. C'est quand même une influence. Mais il chante aussi quand une voiture passe ou quand il y a une lumière. Or, l'intensité du chant du coq n'a rien à voir avec la distance de la lumière. Ça, c'est incontournable. Ce qui prouve bien que ce n'est pas la matière qui est en cause, c'est l'information.
Et l'information, on s'en fiche de la distance. Maintenant, l'idée fondamentale que j'ai évidemment en astrologie dans ce cas-là, c'est que l'essentiel de l'information passe par le Soleil. Donc ce seront les planètes qui influenceront le Soleil. Et comme nous sommes tous des solaires, toute la vie est programmée sur le rayonnement solaire. Dès la conception, tout ça va se mettre en place comme information et ça passe à travers le Soleil, ce qu'un astrologue un peu observateur comprendra facilement, puisque les périodes de rotation des planètes restent les mêmes, etc. En fait, ça passe par le Soleil, ce qui n'exclut pas une influence des planètes. Mais pour moi, pour le moment, ce qui est dominant, c'est le Soleil. Sauf peut-être pour la Lune qui est très proche, où là, on a une influence directe de la Lune, mais je pense que c'est quand même aussi son rayonnement, c'est pas sa masse. Voilà, vous êtes une femme, vous savez très bien qu'une influence lunaire de 28 jours, qui a été mise en évidence depuis des années déjà, en étudiant les moments d'ouverture des huîtres. Vous déplacez les huîtres de la côte ouest des États-Unis vers la côte est. Dans les premières heures, elles vont s'ouvrir sur l'heure des marées. Pourquoi? Parce que les huîtres ne sont pas stupides. Elles s'ouvrent parce que la bouffe arrive, c'est quand même assez banal. Mais de l'autre côté, elles doivent se réajuster. Et si vous la laissez dans le laboratoire, elles vont s'ouvrir exactement quand la Lune passera au méridien du Dieu. Tout ça sont des bases scientifiques extrêmement précises. Je vais vous faire rire. Oui. J'ai eu vraiment une brette, c'est un mot belge, ça, une brette. Une querelle. Oui, c'est ça, c'est plus léger. C'est plus léger. Bon, mais la RTBF, me proposait de faire un plateau. Donc c'est pour ça que je vais contacter Maud Christelle là aussi, etc. Et puis j'ai dit non, je voudrais un plateau avec un scientifique, je préfère. Bon. Faire un plateau, c'est dire faire une émission de télé. Bon. Bon. Et il me dit, mais trouvez vous-même le scientifique. Bon, et je téléphone au monsieur Demanger qui était responsable des phénomènes paranormaux, je crois, spéciaux à l'Observatoire d'Uccle. Il m'a envoyé paître d'une façon extraordinaire. Et alors, écoutez, je lui dis, écoutez, vous pouvez quand même pas nier l'influence de la Lune. Ah oui, d'accord. Sur les marées, sur les marées, d'accord. Et sur le cycle féminin. Vous savez ce qu'il me répond? Une coïncidence. Les femmes ne... Non, c'est trop. Non. Les femmes ne constituent pas un échantillonnage mathématiquement suffisant du genre humain pour atteindre ça. Je vous jure qu'il m'a dit ça. C'est pas possible ce truc-là. Et alors, mais il a continué comme ça tout le temps. Et puis je lui dis, mais écoutez monsieur, je veux vous dire, donnez-moi vos coordonnées de naissance, voilà, je vais vous prouver par empirisme. Voilà que ça fonctionne l'astrologie. Et il me les donne avec son art. Vous savez quoi, je lui ai jamais retéléphoné. Ah oui, non, parce que je l'ai superposé à moi et j'ai dit ça marchera jamais, c'est pas la peine de faire un plateau avec ce mec. Alors ça me fait vraiment plaisir qu'un scientifique s'intéresse à l'astrologie. Alors, je voudrais te poser un certain nombre de questions pendant que notre ami est là. Quand on dit l'astrologie, je suppose que c'est pas toute l'astrologie. Pour moi? Oui. Quels sont les éléments d'astrologie qu'on peut sauver le mieux, qu'on peut défendre le mieux de tout le fatras de l'astrologie? Dans tout ce que j'ai comme expérience, bon, je suis astrologue pratiquant, mais je n'en fais pas mon métier. Donc je le fais, mais je suis d'abord et avant tout un chercheur. Donc la partie théorique et expérimentale dépasse largement la partie clientèle. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Les domaines où ça a le mieux marché dans toute ma recherche, c'est le domaine de la psychologie et le domaine médical. Là, il est clair que l'astrologie a sauvé des gens, ça c'est certain. Parce que je voyais des problèmes que la médecine n'avait pas vus. J'ai sauvé des femmes d'un infarct qui s'annonçait, d'un infarct qui s'annonçait, parce qu'on voyait dans le thème. Voilà. Donc ça c'est clair qu'en astrologie médicale ça aide beaucoup. Ça m'a même sauvé moi-même, puisque je me suis offert le luxe d'avoir 2 infarcts qui à l'époque n'étaient pas connus. C'était des infarcts dyspasmodiques. Et quand j'étais à l'hôpital, j'étais en très mauvais état. Et j'ai eu un double coup de chance. L'interne a bien voulu m'écouter, parce qu'il dit, écoutez, ce n'est pas un infarct par obstruction, c'est un infarct spasmodique. Si vous me donnez seulement un fluidifiant du sang, on prend un risque, mais je vais l'accepter, parce que je peux avoir une hémorragie aussi. Si on va trop loin, si le sang est déjà suffisamment fluide. Même monsieur m'a dit, non, n'est quand même pas mon métier. Il dit, ça se discute. Ça se discute. Et je reviendrai tout à l'heure sur le problème du sperme.
Oui. Je dis dans le cadre de la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde. Un ovule, c'est tout petit. Oui, oui, oui. En tout cas chez une femme, pas chez une autruche. Hein. Il faut garder un peu d'humour. Et le sperme, lui, il reste tout petit dans les deux cas. Hein. Le sperme, c'est tout petit, et vous avez cette fécondation qui se fait. Et je dis, du point de vue matériel, il n'y a presque rien. Hein. Ben, non, seulement je dis, chacun porte l'équivalent de 40 ordinateurs domestiques côte à côte en termes d'information. Alors je dis, pour vous, qu'est-ce qui est le plus important, la matière ou le soft, l'information? Je dis, voilà, maintenant qu'on s'est un peu compris, vous allez faire attention et vous occuper de moi. C'est un infarct spasmodique. Hein, et le spasme, si vous ne savez pas me le donner, vous allez m'aider à le résoudre. Je suis professeur de yoga et de bouddhisme. Hein. Alors là, elle a bien accepté de jouer le jeu. Et l'infirmier est venu régulièrement, donc je me suis mis en relaxation. Et progressivement, le rythme cardiaque qui était très élevé. Il était à 160, c'est quand même très haut. Hein, on l'a descendu. Et puis là, j'ai pu rester dans le calme et sauver la mise. Et la grande chance que j'ai eue, c'est que le lendemain matin, tôt, le chef de service était un de mes anciens élèves. Ça, c'est le coup de peau. Hein. Et c'était Vincent Lebrou. Il dit, qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Je dis, enfin. Oh là là, et on vous a donné ce qu'il faut? Ben, je dis oui, mais pas vraiment, parce que c'est un infarct spasmodique. Ça n'existe pas, ça, monsieur Zéva. Hein? Il dit, écoute, Vincent, sur toutes les années où tu m'as eu compte, est-ce que je t'ai raconté une seule fois une salade? Je vais poli, je vais dire salade. Il y a beaucoup plus cru pour ça. Hein? Ben, il dit non, ben, alors pourquoi je dis que je commence à mon âge? Hein? C'est pas malin. Hein? Il dit, maintenant tu vas vérifier. C'est vrai que j'avais un peu triché parce que j'avais demandé à l'infirmière de me faire voir les analyses du sang. Tout ça, vous allez voir quel est le rapport, c'est assez subtil. Hein? Et alors, dans l'analyse du sang, il y avait un manque évident de potassium. Et le manque évident de potassium, c'est justement ce qui est lié au spasme, parce que le spasme perturbe le métabolisme du calcium, et dans le métabolisme du calcium joue le sodium et le potassium. Insuffisance potassium, c'est très grave. Alors, je dis, voilà, Vincent, tu le vois là, l'insuffisance potassium. Il était là avec tout son staff d'étudiants. Ben oui, tu ne me donnes rien, demain je suis mort, ça va? Je sais très bien qu'une insuffisance de potassium joue un infarct et il sera spasmodique, mais il est déjà. Infirmière, potassium. Et il m'a sauvé. Et voilà, alors pour bien comprendre ça, c'est vraiment l'importance du soft. Parce que si vous discutez avec un médecin matérialiste, le métabolisme du calcium, c'est du calcium. Vous donnez du calcium, vous savez très bien que ça ne sert à rien. Hein. Vous aurez mal, le calcium sera éliminé. Si vous avez de l'ostéoporose, vous pouvez bouffer des morceaux de calcaire tant que vous voulez, ça ne fera rien. Hein. Ça ne fera rien du tout. Par contre, si vous donnez du magnésium et de la silice végétale, le métabolisme du calcium va redémarrer et le silicium va disparaître au profit du calcium. Ça, vous ne pouvez pas l'expliquer avec les matérialistes. Par contre, si vous admettez que la matière, ça n'est rien d'autre que des ondes stationnaires, hein, de façon statistique, là on peut discuter. Et c'est là le grand rapport avec l'astrologie. Parce que si la matière est fondamentalement ondulatoire, ça veut dire qu'elle sera en permanence en dialogue avec tout l'environnement ondulatoire du lieu et du moment. Voilà. Ce qui ne peut pas être compris par un matérialiste. Donc là, c'est un problème de paradigme, en fait. Oui, il peut pas. Un matérialiste tout est ne peut pas. vibration aussi. Bon, dites monsieur, vous êtes passionnant. Oui, effectivement, vous avez raison de dire là. Vous donnez des conférences, vous êtes parfois... Je donne encore des séminaires. Ah oui. Des conférences. Et sur Liège. On se déplace après. Oui, des conférences. Je suis coupé une minute. Oui. On peut y aller? Oui. Donc voilà, le bouddhisme que j'enseigne, ce n'est évidemment pas le bouddhisme de pacotille. On ne va pas se mettre en robe safran et faire des couvrettes toute la journée. Hein, en brûlant de l'encens, c'est pas ça. Hein. Ni se mettre en bouddhisme. Oui. Tout ce qui existe n'est que interaction. Tout est voilà, interaction. Et la définition, que ce soit en astrologie ou dans n'importe quelle science de même type, c'est que ce qu'est un être à un moment donné, c'est le résultat de toutes les interactions dans lesquelles il se trouve baigné. Donc forcément, l'astrologie, c'est banal. Voilà. On est d'accord à ça. Et là, par exemple, on parlait d'infarct tout à l'heure. Une des premières causes des infarctus, ce sont les taches solaires. C'est connu en médecine, mais pas reconnu. C'est pratiqué par certains médecins, mais ce n'est pas reconnu. Vous voyez? Voilà. Non, vous n'avez pas lu de... Attendez, je ne sais plus, c'est Desjardins, c'est pas Arnaud Desjardins, c'est une autre... connais, oui. La stratégie du jeu... Non, c'est pas Arnaud Desjardins, c'est la stratégie de Laïn.
qui est un très très beau mélange de psychologie et de bouddhisme. Parce que monsieur Jacques a parlé de beaucoup d'absence du vide. Ah oui, en fait. oui. Ah, le vide, ça oui, mais le vide n'est que vide que de matière. Oui, mais c'est le lei, oui. Mais c'était la stratégie du lei. Ouais. C'est un bouquin absolument passionnant. J'ai oublié son nom, c'est une dame des jardins. Et il y a beaucoup de... Le Dalai Lama dit que le bouddhisme est la philosophie qui est la plus proche de la physique. De là Physique. Il y a le Tao aussi, la théorie. Mais le bouddhisme est encore plus proche, parce qu'il y a une définition Oui, du le fonctionnement de Tao est l'esprit, le une définition du fonctionnement de l'esprit qui suppose qu'on a une vision physique du monde et pas une vision chimique, parce que la vision chimique, c'est presque dépassé. Alors, oui, vas-y. Alors justement, est-ce que tu attaches de l'importance à la dualité? Parce qu'on a parlé beaucoup de la dualité. On a l'impression que l'astrologie est fâchée avec la dualité aujourd'hui, qu'elle la noie. C'est quoi? La dualité, c'est de beaucoup dire de que, définitions. par exemple, le cycle, est-ce que le cycle passe par deux phases principales? Est-ce que l'humanité est constituée de deux grands pôles, les hommes et les femmes, par exemple? Est-ce qu'un cycle est constitué de deux grandes phases, une phase d'évolution, une phase d'évolution? Pour un bouddhiste, la dualité est une illusion qui est due au fait qu'on a extrait la situation de son environnement. Voilà. Donc la dualité pour un bouddhiste, ça n'existe pas. Ça peut être utile, hein. Il vaut mieux savoir qu'on doit rouler à droite et pas à gauche, hein, mais ça s'arrête là. Parce que la droite et la gauche sont quand même deux morceaux de la même route. Si on prend ces deux routes différentes, on a un problème. Voilà. Donc la dualité, c'est utile, mais ça ne correspond pas à une réalité objective fondamentale. Donc dans ce cas-là, le bien, le mal, tout ça est très relatif. Il en faut, hein, puisque c'est ça qui permet de faire des choix. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire de distinction. C'est évident que tuer quelqu'un peut être considéré comme mal, mais il faut faire des choix. Alors si la dualité n'est pas intéressante, Je ne dis pas qu'elle n'est pas intéressante, je dis qu'elle est dangereuse. Oui, alors si la dualité est dangereuse, est-ce que le fait de diviser en 4, en 12 est plus dangereux? Ça, c'est une question de classification. Non, parce que effectivement, dire que Diviser en 12, c'est pas de la dualité, c'est diviser en 12. Non, mais justement, c'est une classification. est-ce que ça fait moins... Alors, donc c'est plus, toi tu acceptes plus facilement une division en 12 qu'en 2 en quelque Non, sorte. c'est pas pour moi, la division, c'est une classification et non pas une opposition. Si je prends le trajet d'un autobus, hein, et que je vais prendre 12 arrêts, je n'ai pas divisé la ville en morceaux. J'ai divisé des zones où l'autobus va devoir s'arrêter. Et l'endroit où l'autobus s'arrête, qui s'appelle, je ne sais pas moi, mettons Matignon par exemple, moi je ne connais pas la France, hein, mais mettons Matignon, quand le bus s'arrête, ce n'est pas à cause du panneau Matignon. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est une des erreurs de l'astrologie. Et le danger de la causalité, c'est de considérer que l'objet nommé est la cause. Non, il est le moyen de repérer. Il est le moyen de repérer. Voilà. C'est l'analogie. Hein. Voilà, c'est le moyen de repérer. Et si vous avez un bon repère, vous aurez l'arrêt du bus quand il faut, la possibilité de monter et de descendre. Mais attention aux causes. Quoi. La cause, c'est d'abord du soft, c'est-à-dire une intelligence qui a décidé du trajet du bus pour s'occuper d'un certain nombre de gens intelligents qui doivent monter et descendre. Voilà. Et le reste, c'est une classification qui permet l'utilisation, mais elle n'est pas causale. Oui. Voilà. Les subdivisions, d'ailleurs, d'une manière générale, ne sont pas causales. Dans un cycle, la division en 12 n'est pas aussi importante que le cycle lui-même. C'est important pour pouvoir s'en servir. C'est comme la division du mouvement diurne en 12. Voilà, mais si je divise l'année en 4 parties qu'on appelle les saisons, est-ce que c'est important ou pas important? Oui, si ça sert à organiser son potager. Voilà. Pas si on croit que le printemps est responsable de l'ouverture des fleurs de pêcher. Parce que ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai.